Ce que les gens savent de la bataille de Marignan, c'est à l'image de la chanson d'Annie Cordy. 1515, François Ier, 1515, Bagne d'Italie, 1515, Bayard, 1515. Mais 1515, c'était pas tant. 1515, c'est Marignan. 1515, c'était pas tant. 1515, c'est Marignan. Donc, Marignan, bataille dont on connaît désormais la date, oppose les troupes françaises et vénitiennes aux troupes suisses sous les ordres des Milanais. Elle a lieu durant la 5e guerre d'Italie, et c'est une réussite pour François Ier sur le terrain, mais aussi en amont, grâce à une habile préparation diplomatique et pécuniaire. Mais pour comprendre, il va falloir revenir en arrière. Tout commence avec Charles VIII, roi de France, en 1494, qui revendique le trône de Naples. À l'époque, l'Italie est un joyeux bordel entre propriété papale, territoire appartenant au Saint-Empire romain, et républiques, duchés et royaumes indépendants. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, c'est... Non, moi non plus, j'ai rien compris. Avec les jeux d'alliance, les retournements et les batailles à l'issue aléatoire, une espèce de statu quo impossible à briser s'installe au fil des guerres. En 1515, ou 1515 pour les puristes, François Ier devient roi de France et revendique immédiatement le riche duché de Milan. Mais pour pouvoir se permettre une campagne victorieuse, il doit d'abord assurer ses arrières. Il commence donc par acheter la neutralité espagnole du futur roi Charles Quint et la neutralité anglaise d'Henri VIII. Il obtient également une alliance avec les Vénitiens qui cherchent à dominer la partie nord-est de l'Italie et à éliminer le potentiel adversaire commercial que représente Milan. Mais reste que les Milanais ont le soutien de la Confédération suisse et de ses mercenaires piquiers. En effet, depuis la 4e guerre d'Italie, les relations franco-suisses sont de nature guerrière. La France ayant refusé de payer un tribut de guerre suite à la rétrocession de Dijon par les Suisses, ces derniers appliquent leur politique de mercenariat exclusif. Il faut savoir que les Suisses ont une politique très particulière pour s'assurer une armée compétente sans avoir à payer une solde qui les ruinerait. Donc pour ça, on va devoir faire un petit aparté. À l'époque, avoir une armée permanente revient trop cher. On fait donc très régulièrement appel à des mercenaires. En Italie ou en Allemagne, les troupes mercenaires sont rattachées à des commandants qui gèrent leur engagement au plus offrant. En Suisse, en revanche, les piquets sont rattachés à leur canton d'origine. La Suisse garde donc la main sur ses troupes pour imposer des conditions d'engagement. En gros, si vous n'avez pas de relation diplomatique sûre avec la Confédération, il vous est impossible d'engager des piquets suisses dont la renommée est énorme. En cas de guerre, les piquets rentrent défendre leur canton. Du coup, personne n'ose vraiment déclarer la guerre à la Suisse, de peur de perdre leur soutien potentiel, voire d'avoir à les combattre. Or, en 1515, les Suisses sont techniquement en guerre contre la France. Milan n'a donc aucun mal à acheter leur appui et François Ier doit franchir les Alpes en sachant qu'il aura des Suisses sur la route. Toutefois, il exploite la division des cantons pour acheter un traité qui obtient les faveurs de certaines régions suisses. Ce sont 10 000 confédérés qui rentrent au pays, considérant qu'ils n'ont plus d'obligations. Ainsi, à Marignan, ce sont 20 000 Suisses qui s'opposent à 30 000 Français, dont 22 000 Landsknechts allemands, 2 500 cavaliers en armure et une artillerie très fournie pour l'époque. C'est énorme! La bataille s'engage entre deux rivières. Les Suisses, moins fournis en artillerie et sans cavalerie, sont à l'offensive mais restent compacts car ils subissent les charges de la cavalerie française. L'artillerie française les tue mais ne les ralentit pas, et grâce à leur professionnalisme, ils maintiennent leur formation et enfoncent la première ligne française. Un furieux corps à corps indécis s'ensuit, faisant reculer les Français qui tiennent grâce aux charges de leur cavalerie. Le combat dure tellement que l'ennemi tombe et force les deux camps à se retirer temporairement. Les Landsknechts sont clairement inférieurs aux Suisses dans cette bataille, mais comme je vous le disais précédemment, les Français sont alliés aux Vénitiens et cela va s'avérer décisif. Le lendemain, le combat reprend et l'artillerie française ne suffit pas à retenir l'élan suisse. Les Français reculent encore, mais tiennent, et au bout d'une heure de combat, 3000 Vénitiens arrivent en renfort dans le dos des Suisses. Ils ont crié Marco Marco. Je sais pas pourquoi, mais toutes les sources le disent, donc ça doit être important. Cet encerclement fortuit désorganise totalement les confédérés, qui perdent pied. Leur fuite est inéluctable et entraîne d'énormes pertes. Finalement, les Français perdent 6000 hommes contre 10 000 pertes suisses. Cela ouvre à François Ier la Lombardie et le Milanais, et permet aussi d'imposer une paix perpétuelle qui tiendra jusqu'en 1792 à la Suisse. Bien sûr, cette bataille sert la propagande royale qui en augmente le prestige et efface l'intervention vénitienne. Entre les mythes royaux comme l'adoubement de François Ier par Bayard, ou la nuit du roi passée à 90 mètres des Suisses, ou l'exagération de la supériorité de la chevalerie,
Marignan prend une ampleur historique supérieure à la réalité. La bataille de Pavie en 1525 effacera complètement ses acquis, et il ne faut pas oublier tout l'or employé par diplomatie pour permettre cette victoire. Pour la leçon, les mercenaires, s'ils permettent de ne pas avoir d'armée professionnelle, coûtent très cher et surtout peuvent être rachetés, comme François Ier le démontrait. C'est donc une force instable qui se sert elle-même en cas d'arriéré de paiement. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On avance doucement pour comprendre petit à petit certaines batailles qui vont s'avérer de plus en plus complexes. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée.